chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Martine Duclos préside par ailleurs l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. On la retrouve, cette sédentarité. Cet organisme est chargé depuis 2015 de rassembler et d'améliorer les connaissances sur les niveaux d'activité physique et de sédentarité de toute la population française, mais aussi, et c'est là où c'est très intéressant, sur les raisons de ces niveaux d'activité, en observant de façon très fine les différents facteurs qui le déterminent. Elle le dira beaucoup mieux que moi. Je vous remercie d'accueillir maintenant Martine Duclos. On va s'assurer que la télécommande est bien présente. Non. Alors, on va commencer sans télécommande et on va demander à la régie de nous la transmettre. Bien. Si possible. En attendant oui. Ah non, elle est là, la zapette. Ah, c'est ça. Pardon. La voici. Je ne l'avais pas vue. Bonjour à toutes et à tous et surtout merci de votre invitation. Et pour commencer, effectivement, je suis assez impressionnée de voir ce qui se passe dans cette belle région. J'habitais pas trop loin, moi je suis originaire de Bretagne, mais c'est vrai que quand on voit que quand les institutions travaillent ensemble et avec tout ce qui se passe en local, on voit la belle dynamique qui peut s'en dégager. Et ma deuxième remarque, c'est que Winston Churchill était un homme facétieux parce qu'effectivement, il disait que les secrets de sa longévité, c'était no sport en alcool, mais c'était aussi un ancien sportif de haut niveau puisqu'il était champion universitaire de cricket. Et la deuxième chose, je pense que c'est un sport un peu compliqué, mais surtout, plus tard, alors que, en fait, quand il était ministre, il marchait énormément. Il marchait plus de 2 à 3 heures par jour, ce qui l'aidait beaucoup à réfléchir. Et en fait, il faisait plus de 30 minutes d'activité physique par jour. Il était bien au-delà des recommandations. Mais ça, il oubliait bien de le dire. Voilà. Donc, pour parler d'activité physique et de santé, je vais commencer par les données qui ont été présentées récemment, donc c'est-à-dire il y a 15 jours, de l'expertise INSERM collective sur les relations entre activité physique et maladies chroniques. Et en fait, les conclusions sont extrêmement simples. Elles portent en 2 points. Les données scientifiques actuellement ne permettent de ne plus avoir aucun doute sur les relations entre activité physique et prévention, que ce soit prévention primaire, secondaire ou tertiaire des maladies. On n'a aucun doute, l'activité physique est un facteur de prévention des maladies, que ce soit en prévention ou en traitement. Ça en fait partie à part entière. On a suffisamment de données scientifiques, on a un niveau de preuve le plus élevé qui est le niveau de preuve de type A. Donc la question qui se pose actuellement, c'est plus de savoir si l'activité physique est bénéfique. La réponse est oui. La balance bénéfice-risque penche dans le sens des bénéfices. La question qui se pose actuellement, quand on parle des relations entre activité physique et santé, c'est de savoir comment accompagner les patients sur le long terme, c'est-à-dire comment maintenir l'activité physique sur le long terme. C'est ça la question que l'on doit se poser. Alors, quelques rappels quand même pour faire le point sur la situation. Au niveau mondial, je vous rappelle que l'inactivité physique ou l'insuffisance d'activité physique, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Ça tue autant que le tabagisme, voire un peu plus. C'est 5 millions de décès par an, uniquement liés à l'absence ou à l'insuffisance d'activité physique. Et si on se cantonne à la région européenne, c'est 10% des décès par an qui pourraient être évités simplement si les Européens se mettaient à faire 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine. C'est à peu près 500 000 décès par an qui pourraient être évités. Au niveau du coût économique, lié simplement à l'inactivité physique, donc j'oublie le tabagisme, j'oublie l'alimentation déséquilibrée. En France, puisqu'on a ces données publiées tous les ans dans le Lancet, eh bien, on sait qu'en France, le coût de l'inactivité physique, c'est 5 milliards d'euros par an, 1 million de coûts directs liés au coût de santé publique, et puis 4 millions de coûts indirects. Et on sait que ces données sont largement sous-estimées, puisque n'ont été comptés que le coût lié au diabète de type 2, aux maladies coronariennes, au cancer du sein et du poumon. Donc on oublie le côlon, qui est quand même un cancer fréquent, sans oublier tout le reste. Donc simplement en considérant ces 4 pathologies, on est déjà à 5 milliards d'euros par an. Donc vous imaginez les économies de santé que l'on pourrait faire simplement en faisant bouger un peu plus les Français.
Alors qu'effectivement, si on fait bouger les gens, et en particulier nous, eh bien on sait maintenant, compte tenu des données de la littérature, et là je vous parle juste donc, des données qui ne posent aucun doute, c'est-à-dire c'est des données sur des sujets en bonne santé, sur des études prospectives, c'est-à-dire on les a suivis pendant 10-15 ans, et on a suffisamment de données pour dégager seulement l'effet de l'activité physique seule, eh bien on sait que si on compare des gens qui font rien du tout par rapport à des gens qui suivent les recommandations, c'est ce que vous avez là sur la diapo, donc, ah zut. Donc j'ai mon pointeur, je vais éviter, normalement c'est ça, voilà. Ici, c'est donc le niveau d'activité physique, et ici, c'est les sujets qui suivent les recommandations par rapport à ceux qui font rien, et vous avez le risque de mortalité. Donc on considère que ceux qui font rien, on leur donne un risque arbitraire de 1 ou de 100%. Ben, vous voyez qu'en analyse multivariée, donc on met tous les facteurs de risque au même niveau, on fait juste varier le niveau d'activité physique, et bien ceux qui ont un niveau d'activité physique suivant les recommandations ont un risque diminué de 31%, c'est ce que retrouvent toutes les études. Entre ceux qui font les recommandations et ceux qui font rien, la mortalité est diminuée de 30%. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est qu'on a pu affiner nos données, et on sait que déjà, quand on en fait la moitié, c'est-à-dire 15 minutes d'activité physique par jour, on a déjà un risque diminué de 20%. Donc déjà, bouger un tout petit peu, eh bien, c'est plus efficace que rien faire du tout. Et en fait, les sujets qui vont en bénéficier le plus, c'est quand on part de rien à un tout petit peu. Et en fait, il n'y a pas de limite inférieure d'efficacité. C'est-à-dire que dès qu'on en fait un petit peu, c'est efficace. Et puis plus on en fait, plus c'est efficace. Et même si vous avez l'impression que la courbe remonte, il n'y a pas non plus de limite supérieure. Plus on en fait, plus c'est efficace. Alors bien sûr, il n'y a pas de protection à 100%, hein, ça n'existe pas, de risque zéro. Mais vous voyez, en fait, maintenant, ce que l'on sait, c'est que l'important, c'est déjà d'en faire un tout petit peu, et on a déjà un bénéfice pour la santé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nos données nous permettent effectivement de montrer que c'est efficace quel que soit l'âge auquel on démarre. Donc en d'autres termes, il n'est jamais trop tard pour démarrer. Et maintenant, comme la population vieillit, on a même des études où l'activité physique, elle est démarrée à 70 ans, voire 80 ans. Et on a vraiment des cohortes prospectives où on suit des sujets qui ont démarré à 80 ans. Et on voit que par rapport aux sujets qui n'ont pas démarré d'activité physique, eh bien la mortalité, en tout cas la survie à 10 ans, elle est meilleure chez ceux qui ont démarré une activité physique à 80 ans. Elle est aussi bonne chez l'homme que chez la femme. Et puis, bien sûr, ses effets sont retrouvés, que l'on soit en bonne santé, et bien sûr, si on en a une pathologie chronique, quelle que soit cette pathologie. Alors, il faut quand même savoir, c'est toujours intéressant de repréciser ce que c'est que l'activité physique, puisqu'en France, on a quand même trop tendance à confondre activité physique et sport. Donc la définition de l'activité physique, c'est tout mouvement produit par la contraction des muscles qui va induire une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Bref, quand on est assis ou allongé, on a une dépense de repos. Dès qu'on est debout et qu'on commence à gesticuler, voilà, là je gesticule un petit peu, on a une activité physique. Voilà. Donc vous avez une dépense de repos, moi j'ai une activité physique, vénarde que je suis. Ça ne va pas durer longtemps, rassurez-vous. Enfin, c'est dommage. Et donc, voilà, dès que vous allez commencer à être debout et à bouger un peu, eh bien, vous allez avoir une activité physique dont l'intensité va augmenter proportionnellement eh bien, à l'intensité que vous mettrez. Par exemple, si je me mets à marcher, eh bien, mon intensité va être de légère, et plus la vitesse de la marche va augmenter, eh bien, plus l'intensité va augmenter. Et donc, en fait, votre activité physique, vous pouvez la faire dans 4 moments de votre journée. Lors des activités professionnelles, alors c'est vrai que maintenant, il y a moins de 30% de la population qui a une activité physique lors de sa profession. La plupart d'entre nous, nous sommes assis lors de notre journée de travail. Lors des déplacements, quand on utilise des déplacements actifs, c'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B, on utilise soit la marche à pied, soit le vélo. Si par contre, vous prenez la voiture, c'est raté. Dans le cadre de la vie domestique, alors il y a le ménage. Effectivement, je n'ai trouvé que des images de femmes faisant le ménage, mais... j'ai essayé auprès de mon conjoint, ça marche très bien chez les hommes aussi. Généralement, ça prend plus de temps, mais justement, c'est très efficace. Et puis, lors des activités de loisirs, et c'est là qu'on rentre le sport. Vous voyez que le sport n'est qu'une des petites composantes de l'activité physique, hein. C'est qu'une part de l'activité physique, mais il y a aussi le jardinage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique, elle se fait d'abord dans la vie quotidienne, dans les déplacements. On essaie de la faire un petit peu au travail, par exemple en prenant les escaliers. Et j'étais assez frappée tout à l'heure, on est quand même à une conférence sport santé. Quand je suis arrivée, il y avait l'escalator et l'escalier. J'étais la seule à prendre les escaliers. Il y avait pourtant un petit message. Hein, ah ouais, il n'était pas assez gros. Encourageait à prendre il aurait fallu barrer les escalators parce que j'étais la seule. Et il y avait des gens qui descendaient par l'escalator. Ça me frappe toujours, mais bon. C'était juste une aparté. Voilà. Bon.
Alors, les effets de l'activité physique, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais je vais juste les repréciser, surtout en donnant les nouvelles données, parce qu'il y en a qui sont quand même assez frappantes. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir. C'est l'expertise collective INSERM, donc ça donne un poids. Donc, sur les pathologies coronaires, donc les maladies cardiovasculaires, bon, c'est clairement établi, mais il faut toujours bon de rappeler les bonnes choses. Quand on a fait un infarctus du myocarde, il y a 10 ans, le traitement, c'était les gens étaient allongés pendant 3 semaines, on leur donnait des antidouleurs et des laxatifs parce qu'ils étaient constipés, parce qu'ils ne bougeaient pas. Maintenant, c'est dès 24 heures après l'infarctus, normalement, ils vont en réhabilitation cardiovasculaire, on leur fait faire du vélo. Hein. Eh bien, la réadaptation après un infarctus du coronarien, enfin un infarctus du myocarde, ça réduit la mortalité de 30%. Ça réduit la mortalité cardiaque de 31% et le risque de réhospitalisation. S'il y a eu une intervention, par exemple un pontage, eh bien après chirurgie, s'il y a une activité physique qui est mise en place, 10 ans après, la mortalité est diminuée de 46%. Donc vraiment, l'activité physique, maintenant, elle est indiquée et dès le lendemain de l'infarctus du myocarde. Niveau de preuve scientifique le plus élevé. Donc oui. Et bien sûr, pour la prévention, c'est 40% des maladies coronariennes, y compris l'accident vasculaire cérébral. L'activité physique permet de prévenir 40% de ces maladies cardiovasculaires. Dans le cas de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, vous savez, ces douleurs des membres inférieurs parce que les artères sont bouchées, eh bien, la marche, c'est le traitement de première intention de l'artériopathie des membres inférieurs. Et comme le dit François Carré, même les chirurgiens vasculaires reconnaissent que l'activité physique est le meilleur traitement. Pourtant, ils aiment bien opérer. Ben non, ils disent d'abord la marche. Et si ça ne marche pas, on opère. Dans le cas de l'insuffisance cardiaque, hein, vous imaginez les insuffisants cardiaques, eh bien, effectivement, le premier traitement, c'est l'activité physique, à condition que l'insuffisance cardiaque soit stable. Hein, et c'est recommandé, formellement recommandé, dans le cadre du traitement de l'insuffisance cardiaque. Deuxième pathologie, le diabète de type 2. Je vous rappelle que le diabète de type 2, ça coûte 13 milliards d'euros par an en coût de santé publique. C'est 6% de la population et à peu près on considère qu'un tiers des Français sont en risque de développer un diabète de type 2. L'activité physique, ça permet de prévenir 50% des diabètes de type 2 chez les sujets prédiabétiques et 30% dans la population générale. Chez les sujets qui ont un diabète de type 2, vous savez que les diabétiques de type 2, ils ont 2 fois plus de risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Eh bien, on sait que l'activité physique diminue de 40% la mortalité liée au diabète de type 2. De 25% à 40% la mortalité cardiovasculaire, et puis à peu près 30% le risque des autres complications qui sont rénales et oculaires. Donc il faut, et ça fait partie du traitement à part entière, l'activité physique du diabète de type 2. Si ça ne marche pas, on met en route les médicaments avec de l'activité physique. Le cancer, on en a parlé tout à l'heure. Alors l'activité physique permet de prévenir 25% des cancers du sein, du côlon et de l'utérus. Et surtout, ça fait partie à part entière du traitement, pendant et après les traitements, puisque les traitements vont induire des effets secondaires. Et l'activité physique, c'est le premier traitement et le seul traitement de la fatigue induit par les traitements. Ça permet de lutter contre le déconditionnement, permet de lutter contre la perte de masse musculaire. Et surtout, ce qui est maintenant les nouvelles données, c'est que le problème des traitements, c'est qu'il y a des effets secondaires qui perdurent bien longtemps après l'arrêt des traitements. Eh bien, ça permet de diminuer les effets secondaires des traitements, en particulier des chimiothérapies, mais aussi de la fatigue liée à la radiothérapie. Ça augmente la survie et effectivement, ça diminue le risque de récidive de cancer du sein, de cancer du côlon et de cancer de la prostate de 40%. Diminution du risque de récidive de 40%. Bon, ça induit aussi, sur le plan biologique, on connaît les mécanismes et ça augmente la qualité de vie, donc c'est quand même important. Alors, les nouvelles données, c'est sur les pathologies neuropsychiatriques. Actuellement, on a des méta-analyses qui ont comparé l'effet de l'activité physique aux anxiolytiques. Je vous rappelle que les Français, c'est les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, hein, Lexomil, etc. Et bien, l'activité physique a le même effet que les anxiolytiques sans les effets secondaires. Quant à la dépression, eh bien, maintenant, on a de nouvelles données. On a ce qu'on appelle des Cochrane Databases. C'est les méta-analyses, c'est les reines des méta-analyses. Quand on a une Cochrane Database, voilà, on suit avec respect les résultats. Pour nous, c'est notre Bible. Eh bien, qui ont comparé l'effet de l'activité physique aux antidépresseurs. Dans le cas des dépressions légères à modérées, ça a le même effet. Donc les recommandations sont maintenant, quand il y a une dépression légère à modérée, en premier lieu, activité physique. Dans une dépression grave, on met activité physique et antidépresseurs. Et en plus, l'activité physique associée aux antidépresseurs limite les effets secondaires des antidépresseurs. Ça, c'est quand même des éléments extrêmement importants.
Pathologie ostéo-articulaire, vous savez que la lombalgie, c'est la première cause de handicap fonctionnel dans les pays développés. Première cause de handicap fonctionnel. Eh bien, actuellement, les nouvelles données, c'est que l'activité physique, c'est le premier traitement des lombalgies chroniques, mais aussi de l'arthrose des membres inférieurs, mais aussi de toutes les maladies inflammatoires chroniques, rhumatismales, c'est-à-dire la spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde, dans ces deux cas, avec les médicaments qui sont associés à ces maladies. Avant, quand on avait ces maladies, on disait surtout bougez pas, hein, vous avez les articulations inflammatoires. Maintenant, justement, on met l'activité physique adaptée dans le cadre de ces maladies. Et puis, sans oublier, on a une maladie chronique, donc on a une qualité de vie qui est affectée. Eh bien, l'activité physique, ça permet d'augmenter l'appropriation de cette maladie avec une meilleure estime de soi, une prise de décision, ça améliore le rapport que l'on a aux autres et ça permet d'avoir véritablement un projet de vie avec cette maladie chronique. Donc voilà, l'activité physique, ça joue un rôle clairement démontré dans la prévention de toutes les maladies liées à notre mode de vie, dans le maintien de la santé, bien entendu, quand on est en bonne santé, et dans le traitement à part entière de toutes ces maladies. Pour les enfants, on a la même chose. Et on a un élément de plus chez les enfants qui est extrêmement important, c'est que l'activité physique chez les enfants, en particulier au niveau de l'adolescence, la préadolescence et de l'adolescence, ça augmente les capacités cognitives, et ceci quel que soit le niveau socio-économique. Là, il n'y a pas de différence au niveau du niveau socio-économique, et donc ça induit une augmentation des performances académiques. Ça, c'est quand même un élément extrêmement nouveau. Et les mécanismes, on les connaît bien, ça augmente la neurogénèse, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment des choses extrêmement importantes. En plus, on a l'imagerie fonctionnelle qui montre bien les relations de cause à effet. Donc, sans oublier, bien sûr, la première chose, et là qui est totalement intuitive, c'est que l'activité physique va augmenter la condition physique. Et vous savez, la condition physique, c'est deux choses. C'est un, la capacité en endurance, hein, c'est la capacité à consommer de l'oxygène. Et deuxièmement, la force musculaire, la masse musculaire. Et je vous rappelle que maintenant, on sait très bien que la capacité à consommer de l'oxygène, on est des sujets aérobies, c'est-à-dire on fonctionne tous avec de l'oxygène. Hein. Eh bien, cette capacité en oxygène, c'est ce qu'on mesure quand on fait un test d'effort, au mieux en laboratoire, mais sinon, c'est quand on fait un test de marche de 6 minutes, c'est un test de terrain. Cette capacité aérobie, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas uniquement pour les sportifs. Quand on mesure votre capacité à consommer de l'oxygène lors d'un test d'effort, eh bien, en fait, on mesure la capacité de vos muscles, de votre poumon à consommer de l'oxygène, de votre cœur à expulser l'oxygène vers les tissus périphériques et de votre muscle à consommer l'oxygène pour produire de l'ATP. Et dans votre muscle, en fait, c'est les mitochondries qui sont l'usine à transformer l'oxygène à partir du glucose et des graisses en énergie. Donc en fait, quand vous faites une VO2 ou une mesure de la consommation d'oxygène, qu'elle soit directe par épreuve d'effort ou par test de marche de 6 minutes ou équivalent, eh bien vous mesurez en fait toute la capacité du cœur, des poumons et du muscle à utiliser l'oxygène. Donc c'est indispensable en fait à votre vie. Et on sait maintenant que cette capacité à consommer de l'oxygène, c'est le meilleur facteur prédictif de mortalité et de développer des maladies chroniques, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, avant tous les autres facteurs de risque. Ça, on le sait depuis 2000. Et en fait, quand vous êtes au repos, votre consommation d'oxygène, elle est à 1 mètre. Donc c'est simple, 1. Normalement, on considère que chez un sujet normal, ça doit augmenter d'un facteur 10. Entre le repos, c'est 1 à 10. Et on considère que c'est pathologique quand ça ne peut pas augmenter de plus de 5. Hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand simplement on augmente votre capacité aérobie, votre consommation maximale d'oxygène d'un facteur 1, vous diminuez la mortalité de 13%. Donc c'est extrêmement facile, chez quelqu'un qui est à 5, donc c'est anormal, c'est très très faible, de l'augmenter de 1 point, 3 millilitres d'oxygène par kilo de poids corporel. Et vous diminuez la mortalité, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez malade, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 70 à 80 ans. On a des méta-analyses qui démontrent très clairement cet effet. Donc, importance du travail en endurance, type la marche. Hein. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, donc, ça explique pourquoi, vous savez, on a beaucoup parlé des résultats de ces capacités en aérobie des enfants qui, depuis, sur 30 ans, ont diminué de 23%. Donc ça pose quand même de graves questions, sachant que même chez les enfants, la capacité aérobie, c'est le meilleur facteur prédictif de mortalité et de morbidité. Eh bien, chez les enfants, en 30 ans, elle a diminué de 23%. C'est extrêmement inquiétant sur la santé future des enfants. Et puis l'autre chose qui est importante, je vous ai dit, dans les conditions physiques, c'est
la force musculaire, la masse musculaire, surtout la force musculaire. Et on sait maintenant que quand on prend une population en bonne santé, quand on la suit pendant une quinzaine d'années, eh bien, quand on cherche les facteurs prédictifs de mortalité, premier facteur prédictif, c'est la force musculaire. On la mesure par la force des membres supérieurs. Premier facteur prédictif, la force musculaire, plus important que la pression artérielle. Premier facteur de mortalité cardiovasculaire, la force musculaire. Premier facteur prédictif de développement de maladies cardiovasculaires, c'est la force musculaire. Donc il y a à la fois l'endurance et il y a à la fois la force musculaire, ce qui est tout à fait normal parce que les deux agissent sur des mécanismes de santé qui sont différents. C'est pour ça que dans les recommandations, on dit de travailler à la fois l'endurance et le renforcement musculaire. Donc, importance de l'activité physique sur la santé, vous avez bien compris. Et puis je vais quand même donner un autre paradigme dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est pas la même chose que l'inactivité physique. La sédentarité, c'est le temps que vous passez assis entre le lever et le coucher. Vous comptez tous vos temps passés assis dans la journée. Et pourquoi on s'intéresse à la sédentarité? Parce que c'est aussi un facteur de risque de mortalité. Parce qu'en fait, ça augmente le risque de... Quand vous passez beaucoup de temps assis dans la journée, vous avez 2 fois plus de risque de développer des maladies cardiovasculaires, de développer un diabète de type 2, de développer une obésité et de développer certains cancers. Par exemple, chaque fois que vous augmentez par rapport à 6 heures par jour de temps passé assis, chaque fois que vous augmentez d'1 heure par jour, vous augmentez le risque de développer un diabète de type 2 de 22%, un syndrome métabolique de 39%. Chaque fois que vous augmentez de 2 heures par jour, vous augmentez de 8% le risque de développer un cancer du côlon, de 10% le risque de développer un cancer de l'endomètre. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais vous déprimer. Et la salle va partir en courant. Et le problème, c'est que... Alors, je ne vais pas développer cette diapo, mais le problème, c'est que cette sédentarité, c'est un facteur de risque de mortalité, même si vous avez un niveau d'activité physique qui suit les recommandations. C'est-à-dire que même si vous faites 150 minutes par semaine, à partir du moment où vous passez plus de 6 heures assis par jour, eh bien, l'activité physique ne vous protège pas des effets de la sédentarité. Alors, rassurez-vous, ce qui est important, le moyen, c'est en fait de faire des breaks, c'est-à-dire de se lever régulièrement. Et juste pour que vous compreniez les effets de la sédentarité, voilà un travail chez les enfants. Les enfants, ils sont en bonne santé, ils ont entre 7 et 10 ans, ils ont tous un poids normal. Et ils sont venus dans 2 conditions au laboratoire, séparés d'une semaine. De 8h à 10h, la première fois, ils sont restés, de 8h à midi, ils sont restés assis, ils ont pris un petit déjeuner. De 8h à midi, ils sont restés assis, ce qu'on fait en classe, ce qu'ils font en classe. Puis la deuxième fois, de 8h à midi, toutes les demi-heures, ils se sont levés 1 minute, ils ont gesticulé. Eh bien, vous avez les résultats ici. Donc là, vous avez l'insulinémie. Quand ils sont restés assis, vous voyez, l'insuline est plus élevée, vous avez l'air sur la courbe, et vous avez la glycémie. Et la glycémie est beaucoup plus élevée. Tout en restant normal, ils sont en bonne santé. Voilà. Donc ça veut dire que quand ils sont restés assis, eh bien, ils ont plus d'insuline et une glycémie plus élevée. Donc ils sont insulino-résistants. L'insulino-résistance, ça veut dire plus d'insuline. Qu'est-ce que fait l'insuline? Ça veut dire qu'il faut plus d'insuline pour que le glucose rentre dans les muscles. L'insuline, il faut savoir que l'insuline, elle est nécessaire pour que le glucose rentre dans les muscles. Donc le glucose, il rentre un peu moins dans les muscles, donc il va un peu plus dans le sang. Et donc s'il y en a trop, vous imaginez que ça, c'est pas seulement le matin, c'est le matin, l'après-midi et le soir. C'est tous les jours de la semaine, toutes les semaines, tous les mois, pendant des années. D'accord? Donc un peu plus de glucose. Le glucose, au lieu, comme il ne peut pas rentrer dans les muscles, il va s'accumuler. C'est le principe du diabète. Donc il va s'accumuler dans les artères, dans les yeux, dans les reins, etc. L'insuline, en plus, elle est lipogénique. Un peu plus d'insuline, ça favorise la prise de masse grasse. Donc vous imaginez ça par des années et des années. Donc le sujet va devenir prédiabétique, insulino-résistant, hypertendu, augmentation de la masse grasse viscérale, facteur de risque cardiovasculaire. Voilà. Sauf que s'il s'élevait tous les jours, s'il s'élevait toutes les 30 minutes, vous voyez, c'est beaucoup plus bas. Et le sujet, il est en bonne santé. Juste pour vous montrer, on prend les mêmes choses, sauf que les enfants, ils ont vieilli. Là, ils ont à peu près 66 ans, ils sont prédiabétiques. On fait la même chose, et là, on va faire dans la vraie vie. Seulement, au lieu de faire 4 heures le matin, on va faire 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Vous voyez, là, juste 4 heures le matin, rester assis le matin. Alors, petit-déj, déjeuner, ça, c'est la glycémie, et ça, c'est l'insulinémie. Donc, restez assis. Vous voyez, la glycémie est beaucoup plus élevée. Alors, 7 millimoles, ça veut dire que c'est presque 1,80 g. L'insulinémie est très élevée. Puis là, c'est la même chose, sauf que toutes les demi-heures, ces personnes, on va leur demander soit se lever, elles vont se lever, soit marcher 1 minute, mais très lentement, soit rester debout. Simplement, si toutes les demi-heures, elles se sont levées, vous voyez que la glycémie est beaucoup plus basse
et l'insulinémie est beaucoup plus basse. Alors, je ne vous ai pas mis le diaporama, s'ils étaient diabétiques, c'est encore pire. Oups, c'est encore pire, d'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est vous, c'est moi, toute la journée. Parce qu'en fait, on s'assoit, on prend le petit-déj, on s'assoit 4 heures, on prend le déjeuner, on s'assoit 4 heures, on prend le dîner, on s'assoit 4 heures. C'est ça à peu près, 4 heures le soir. Voilà, ça c'est nous. Donc la sédentarité, voilà ce que ça fait sur notre métabolisme glucido-lipidique, tous les jours. Donc on a ça chez tout le monde. Donc l'inactivité physique, c'est un facteur de risque de mortalité et de développer toutes les maladies chroniques. C'est la même chose pour la sédentarité. Donc les objectifs de santé publique, c'est bouger plus et passer moins de temps assis. Bon, les recommandations, vous les connaissez, donc c'est celles que je viens de vous dire, sachant que chez les enfants, ce n'est pas 30 minutes 5 fois par semaine, c'est 60 minutes d'activité physique tous les jours. Alors, est-ce que les Français sont comme les gens des Pays de la Loire, est-ce qu'ils bougent bien? Alors, il y a les données Esteban, c'est-à-dire les questionnaires. Bon, c'est bien les questionnaires, mais enfin, les questionnaires, en gros, si vous voulez, il y a 50% des femmes qui suivent les recommandations, 60% qui suivent les recommandations. On sait ce que valent les questionnaires, c'est-à-dire que les gens surestiment leur activité physique. Bon, la réalité, c'est si on prend des capteurs de mouvement, des accéléromètres, quand on prend des capteurs de mouvement, il y a 30% des gens qui suivent les recommandations pour les adultes. 30%. Et des gens en bonne santé. Pour les malades, c'est 10%. 30%. 30% des Français adultes qui suivent les recommandations. Les enfants, c'est pire. Enfants et adolescents, c'est 5 à 10% des enfants et des adolescents qui suivent les recommandations les 60 minutes. Et ça, c'est partout en Europe. On n'est pas pire que les autres. 5 à 10% des enfants et des adolescents qui suivent les recommandations. La sédentarité, temps passé assis, c'est l'étude Nutrinet. Là, c'est extrêmement inquiétant. Les jours où nous travaillons, on passe 12 heures assis. 12 heures assis passées par jour, à peu près 6 heures au travail, 1h30 dans les déplacements et 4 heures quand on est chez soi. Les jours non travaillés, on peut se dire, bon, il n'y a pas le travail. 8 à 9 heures. Donc, c'est pas brillant. Donc, à la fois, en France, on est physiquement insuffisamment actif et on est sédentaire. Donc, on a le double fardeau. Plus inquiétant, les enfants. J'ai dit les enfants sont insuffisamment actifs. Et jusqu'à 10 ans, le moment où l'activité physique chutait, c'était l'adolescence. Maintenant, c'est plus l'adolescence, parce qu'avec les écrans, c'est à 7 ans, au moment où ils rentrent dans le primaire. Parce qu'avant le primaire, il n'y a pas les temps passés assis obligatoires à l'école. Ils gesticulent, ils peuvent bouger. Mais quand ils rentrent dans le primaire, il y a tous les temps assis à l'école. Et le problème, c'est qu'avant, à l'école, on les amène en voiture, parce que c'est dangereux d'y aller à pied ou en vélo, voilà. Donc on les amène en voiture, on les pose à l'école. À l'école, ils sont assis toute la journée, pratiquement. On les ramène chez eux en voiture, le plus souvent. Et quand ils sont chez eux, ils vont sur les écrans. Et donc, on voit vraiment qu'à 7 ans, que ce soit chez les garçons, là, c'est les accéléromètres, donc il n'y a pas de doute, chez les garçons comme chez les filles, ça s'effondre à 7 ans. Et même chez les enfants qui étaient là, c'est les enfants qui étaient au niveau des recommandations, les garçons. Bon. Et ceux qui étaient au-dessus des recommandations, même ceux qui étaient au-dessus des recommandations, ça s'effondre à 7 ans, l'entrée du primaire. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui augmente? La sédentarité. Avant 7 ans, c'est 51% de la journée, et on arrive à 75% de la journée. Donc voilà le profil des enfants, et ça pose effectivement de grosses questions sur les risques cardio-métaboliques des enfants à venir. Donc la conclusion, je vais prendre celle des recommandations de l'INSERM, c'est la prescription de l'activité physique en prévention de toutes les maladies et dans toutes les maladies chroniques, intégrée dans le parcours de soins. C'est plus une question, c'est à faire, et que c'est un véritable changement de paradigme. Le repos n'est plus la règle dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques. Alors pour tout ça, et un peu comme ça a été présenté tout à l'heure, et ça va être discuté dans tous les ateliers, l'important c'est qu'il n'y a pas que le médecin. Bien sûr, le médecin, dans le cas des maladies chroniques, joue un rôle. Les autorités de santé jouent un rôle dans la prévention, mais on est tous impliqués, c'est vraiment partager et collaborer. Rôle du médecin, rôle des pharmaciens, rôle des paramédicaux, les infirmières, les professionnels de l'activité physique adaptée, les professionnels du sport, les réseaux.
les soutiens institutionnels et les autres, et puis nous tous, hein, c'est vraiment les urbanistes, c'est vraiment un travail citoyen. On est tous impliqués dans la santé, dans notre propre santé, la santé de nos enfants et la santé de nos concitoyens. C'est vraiment un acte citoyen. Et pour finir, bien sûr, j'ai parlé d'activité physique, mais souvent l'activité physique permet aussi de modifier la nutrition. Et si vous rajoutez une alimentation équilibrée, eh bien, c'est encore plus bénéfique pour votre santé. Je vous remercie. Merci à vous.